Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, on parle de cet autre sujet maintenant, évidemment. L'immigration s'intéresse, on en parle ce matin. C'est un sujet tabou, si je peux me dire ainsi, mais en tout cas, sur les réseaux, il y a même des hashtags créés à l'occasion. Quittons le pays, nous en parlons ce matin, évidemment, pour essayer de mieux cerner la situation. Le Nicaragua donc attire de plus en plus de Sénégalais et de Guinéens. C'est un petit pays d'Amérique centrale qui occupe donc désormais une place de choix sur les routes migratoires. Cette option pour tenter de rejoindre donc les États-Unis est-elle vraiment moins dangereuse que le voyage en bateau pour l'Europe? Nous posons cette question ce matin. Nous essayons de comprendre évidemment les motivations avec les grandes gueules ce matin. Jacques Léwadino, forcément vous avez entendu parler de ce sujet, mon cher ami. Je lis ça souvent sur Facebook beaucoup, où il y a des jeunes qui ironisent avec, qui appellent à quitter le paradis pour aller vers le Nicaragua et espérer atteindre les États-Unis. Pour un départ, je pensais que c'était un simple jeu, mais après, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là pour aller. Vous savez, il y a eu... J'ai deux auditeurs d'ailleurs qui sont partis, mon cher ami. C'est ce qu'Amadou m'apprend ce matin. Deux auditeurs fidèles de la radio d'ailleurs. Il y a beaucoup de chemins qui ont été exploités par le passé, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. On sait finalement ce qui se passe de ce côté. Souvent on les prend, on les met dans le conteneur, ils font plusieurs périodes, plusieurs mois en tout cas. Après on les prend pour les amener à un endroit de regroupement vers Agadez. C'est une actualité qu'on a couverte largement. Même ce sujet d'ailleurs, vous l'avez évoqué dans le 22h. Parce que je voyais que Turkish avait, je sais pas, j'ai entendu ce sujet comme ça avec Daoud Mohamed à l'époque dans le 22h. Qui n'a pas abouti. C'est ça. Des jeunes qui devaient aller justement au Nicaragua via la Turquie. Ils ont payé de l'argent ici en Guinée. Oui, ils sont finalement pas arrivés. Ils ont payé beaucoup d'argent. Arrivés à ce niveau, on évoquait entre autres une panne de l'avion qui devait C'était Turkish qui était impliqué à l'époque. Turkish Airlines. Ils sont revenus. C'est à Ouaga. À Ouaga, ils se sont limités. Une centaine est revenue ici à Conakry. Finalement, c'était beaucoup de combats pour pouvoir acheter à nouveau des billets pour eux pour qu'ils puissent repartir. Mais ils sont déterminés. Alors les chemins que j'indiquais là, c'est les chemins qui menaient directement à l'Europe. Et donc, après, les gens, ils font le choix désormais de viser les États-Unis. Il y en a beaucoup qui passaient par le passé à travers le Mexique. Et après, il y a eu avec Donald Trump cette construction de murs. Les mesures ont été en tout cas durcies à ce niveau-là, donc il est très difficile d'accéder. Je crois que c'est dans ce cadre-là que le Nicaragua finalement est devenu le chemin le mieux indiqué. D'après ce que je comprends, les gens ils parviennent à y arriver. Maintenant, comment ils gèrent leur vie sur place, c'est là la grosse question. Pour le départ, on connaît les raisons, ce sont les mêmes. On va dire il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien qui est fait par les États sur place pour aider par exemple à ceux qu'il y ait de la formation de qualité, à ceux qu'il y ait du travail, ou du moins à ceux qu'il y ait des possibilités de création d'entreprises. Ils font donc le choix de partir. Est-ce que ça leur ouvre toute la voie du bonheur? C'est la grosse question. Justement, beaucoup de choses à dire ce matin, mon cher Diba Milimono. Du côté de l'OIM, est-ce qu'on a les chiffres ou pas du tout? Il y a peu de retours de ce côté quand même. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres puisque c'est un phénomène nouveau. Vous savez, on a connu un peu les gens qui passaient par la Méditerranée pour entrer en Europe, les îles Canaries et tout. Aujourd'hui, finalement, on passe par la Turquie, on passe ensuite par la Bogota, Colombie, Nicaragua, après Nicaragua, Honduras, le Mexique, et puis on rentre aux États-Unis. Je pense que c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille, avec beaucoup de risques. Vous imaginez, on peut vous demander par exemple 10 000 $. 10 000 $ pour le traitement des deux. Seulement le billet peut coûter parfois mais qui traite ça? C'est des agences Il y a des agences aujourd'hui. Carrément. Qui sont compétents aujourd'hui. Il y a des agences. Ce qu'on appelle des passeurs. Voilà, donc il y a des agences aujourd'hui à Conakry. Ici, vous partez, vous les rencontrez.
puisque les billets ne sont pas émis à partir de Conakry. Aujourd'hui, il y a des Indiens qui se sont spécialisés dans la vente de ces billets-là. Des grandes gueules. Qui vous disent, bon, le billet peut coûter, par exemple, 60 millions de francs guinéens, 6 000 $. On vous dit, il y en a même qui peut vous dire 90 millions que le billet. Que le billet d'avion. Donc vous passez par la Turquie. Voilà, vous passez par la Turquie. Arrivez en Turquie, vous passez par la Colombie, Bogota. Maintenant, sauf qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'est une affaire florissante. Et donc ces pays-là que vous traversez avant d'arriver aux États-Unis, ils ont commencé au niveau des points d'entrée et de sortie à instituer des taxes. Par exemple, aujourd'hui, à Bogota, Colombie, vous pouvez payer 1130 $ avant de passer. Malgré que vous avez le billet depuis Conakry ici, donc vous payez 1130 $. Et j'apprends ce matin, parce qu'au moment où moi on parlait de 1130 $ il y a 2 semaines, à peu près 3 semaines aujourd'hui, c'est autour de 2000 $. 2000 $. 2000 $. Donc vous payez. Si vous ne payez pas, vous ne passez pas. Donc l'État engrange aujourd'hui beaucoup d'argent à travers un peu ce phénomène nouveau qui est cette immigration de Nicaragua vers les États-Unis. Vous quittez là-bas, vous avez maintenant à Nicaragua, et là-bas aussi on vous demande de payer, parfois autour de 500 $. Vous payez. Et maintenant, quand vous payez, il y a des passeurs. Ils vont vous prendre, parfois il y a des bus, il y a des chauffeurs et tout, ils vont vous prendre et puis vous continuer. Sauf que quand vous arrivez au Mexique, là-bas aussi il y a des passeurs qui vont vous accueillir pour vous prendre. Et il y a un jeune qui est rentré aux États-Unis qui m'a dit qu'un jour, parce qu'il y a la mafia, vous savez, eux chez eux, tirer sur quelqu'un, c'est comme bonjour au Mexique avec la mafia, la drogue. Donc ils sont tombés dans un guet-apens où ils ont tiré sur le bus, la mafia, et c'est le chauffeur qui a pris une balle. Incroyable. Donc heureusement, ils sont sortis, eux, de la situation. Donc il m'a appelé, m'a informé pour dire qu'on s'est retrouvé dans une telle situation, on a tiré sur notre bus. Et heureusement, le chauffeur qui a pris la balle, et puis il a pu... c'est une route dangereuse quand même. C'est très dangereux. Pour mieux expliquer aux auditeurs et téléspectateurs, on a un élément que nous allons diffuser. Et puis derrière, on revient, si vous le permettez, pour mieux expliquer voilà, aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Donc le Nicaragua, je le disais tantôt, attire de plus en plus de Sénégalais et de Guinéens. C'est un petit pays d'Amérique centrale qui occupe désormais une place de choix sur les routes migratoires. Cette option pour tenter de rejoindre donc les États-Unis est-elle vraiment moins dangereuse? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Pour mieux comprendre, évidemment, nous allons essayer de partir avec cet élément de TV5 Monde et derrière on revient. Depuis plusieurs semaines, le téléphone d'Abdoulaye Doucouré n'arrête pas de sonner. À l'autre bout du fil, un jeune homme qui souhaite se rendre au Nicaragua. Octobre 26, 26. Dakar, Istanbul, Bogota, Salvador, Nicaragua. Abdoulaye Doucouré est un intermédiaire. Il met en relation des clients et des agences de voyage. Selon lui, la demande pour les billets vers l'Amérique centrale a explosé ces derniers mois. Le Sénégal, avec il n'y a pas de visa entre tous ces Nicaragua ou bien les autres pays. Donc les gens profitent pour aller aux États-Unis. C'est les moyens de rentrer aux États-Unis sans risque, je veux dire quoi. Moi, je vends mes billets. Si par exemple, j'encourage personne, je ne peux pas prendre mon téléphone pour appeler qui que ce soit pour dire que je vais t'amener. Non. Je peux rester dans mon coin, les gens ils m'appellent au téléphone, ils me sollicitent. Situé à plus de 7000 km du Sénégal, le Nicaragua est devenu un tremplin pour de nombreux Ouest-Africains candidats à l'émigration. Les Sénégalais, comme les Gambiens et les Guinéens, peuvent obtenir facilement un visa à l'arrivée. Une fois sur place, des passeurs les conduisent jusqu'aux États-Unis via le Honduras, le Guatemala et le Mexique. Un itinéraire coûteux, au minimum 4 millions de francs CFA, soit 6 000 €, mais réputé moins dangereux que le voyage en pirogue jusqu'en Europe. Sur les réseaux sociaux, les vidéos qui incitent les jeunes à émigrer pullulent. Ceux qui ont les moyens, partez. Et ceux qui sont en chemin, restez concentrés. Mais pour beaucoup, le rêve s'arrête brutalement, car très peu voient leur demande d'asile aboutir une fois arrivés aux États-Unis. C'est le cas de Guevaba, parti au Nicaragua le 5 juillet. Ici, c'est vers Mexique, quoi. Chapochola, à la frontière. Là-bas, on marche beaucoup. Hein. On rentre aux forêts. Ça, c'est la rentrée du camp. Aux États-Unis? Ouais. Dans 5 minutes, les Américains ils vont venir avec les voitures. Arrêté à la frontière américaine, puis détenu dans plusieurs camps de rétention, il a été expulsé le mois dernier avec 131 autres Sénégalais.
Avant de tenter sa chance aux États-Unis, Gueva avait essayé 11 fois d'aller en Europe. À 40 ans, ce soudeur de formation n'arrive pas à vivre de son métier au Sénégal. Tu travailles et puis tu n'as rien. Toujours tu travailles, tu n'as rien. C'est pas facile. Aux États-Unis, actuellement, on m'a barré là-bas jusqu'à 5 ans. Mais il y a les autres voies. Je peux prendre pirogue encore pour essayer en Espagne encore, ou bien les autres pays. Partir encore et encore, car derrière Gueva, c'est toute une famille qui rêve d'une vie meilleure. Nous nous sommes tous cotisés pour l'aider à aller au Nicaragua. On a pensé que c'était moins horrible que de prendre la mer. On avait vraiment espoir. Quand on arrive à un certain âge, ce sont à nos enfants de nous aider. Nous avons pensé que s'il réussit à aller aux États-Unis, la situation de toute la famille pourra changer. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 20 000 migrants africains ont traversé la frontière entre le Nicaragua et le Honduras au premier semestre 2023. Un chiffre en augmentation de 550% par rapport à 2022. Bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, pour mieux comprendre évidemment le phénomène, mon cher Roby, on vient de regarder cet élément de TV5 Monde qui explique, pas qu'en Guinée, le Sénégal aussi d'ailleurs. Le Sénégal c'est partout. Partout. Vous savez, quand vous partez à Nicaragua, il y a les Chinois, les Indiens, les gens qui viennent de la Syrie. Mais en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Guinée. On parle de 20 000 quand même, à se refaire un petit peu. Premier semestre seulement de l'année 2023. Le chiffre est très exponentiel pour le cas guinéen et le cas sénégalais. C'est généralement les pays qui occupent le peloton numéro 1 en termes d'immigration ces dernières années, et en Europe et aux États-Unis. Mais ce qu'il faut dire spécialement dans le cas des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, des mesures très drastiques sont en train d'être envisagées par le gouvernement. La mesure d'expulsion ne suffit plus. L'État du Texas, par exemple, le gouverneur a ratifié une loi qui considère la rentrée par la frontière comme une fraude pénale. C'est-à-dire que désormais passible de prison au Texas lorsque vous rentrez par la frontière désormais, ou que même si la police vous soupçonne d'être immigré, entré par la frontière, vous êtes passible de poursuite et d'aller en prison aux États-Unis. C'est ce qui est envisagé en ce moment. Sans compter que les démocrates, eux, ils avaient assoupli un peu la mesure en réactivant le titre 8 de leur constitution, qui, elle, évoquait, pour faire un peu comme Tamba, the Title 8, the Constitution, qui consacrait l'expulsion immédiate des immigrés lorsqu'ils entraient sur le sol américain. Mais moi, je voudrais dire aux gens de faire très attention, Lamine. C'est vrai. Non. Tu vas pas les blâmer quand même, mon cher ami. On comprend très bien. T'as regardé cette famille-là, mon cher ami? Mais c'est ça la solution. Mais non, le gars, il a fait 11 fois, c'est la 12e fois. Tu comprends pas. Mais non, mais toi, tu es toujours en train de... sur terre, mon cher Roby. Non, mais attends. Il faut comprendre ces familles-là. Non, je ne peux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. Ce que je veux dire, moi, je juge les faits. Je juge les réalités. Toi-même, tu devrais encourager les jeunes à ne pas se lancer dans ces Tu comprends pas ce que je veux dire? Moi, je suis réaliste, mon cher ami. Mais je suis plus réaliste. Ben non, je suis réaliste. T'as beau à dire, ne pas aller ou je ne sais quoi exactement. Mais je peux comprendre, justement. Je suis plus réaliste que toi. Je suis un diaspora, évidemment. Et fier. Voilà, allez-y. Je suis plus réaliste que toi. Parce que moi, je juge sur les faits. La dangerosité du chemin. Je suis en train de... Je te comprends très bien. Je te comprends très bien ce que tu es en train de dire. Écoute-moi. Non, je suis en train de... Lamine, c'est un migrant qui a compris que c'était pas... Voilà. Allez-y. Ne l'écoutez pas. C'est pas le boy. Bon, c'est à moi tu dis ça, mon cher Roby. C'est comme si... Hein? Oui, mais c'est comme si le prêtre vous disait aujourd'hui que voilà... Moi, je dis, je comprends ces familles-là. Je prêche la bonne parole. Tu as regardé l'élément de reportage, ce que la dame disait tout à l'heure. Oui, mais moi, je veux venir aux réalités. Lamine, permets-moi de m'exprimer, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Ta réalité est ta réalité. Mais ma réalité... Mais attends, donne-moi le temps de dire ce que je... Vas-y, je ne te regarde même pas, vas-y. Voilà, c'est mieux d'ailleurs que tu ne me regardes pas. Regarde Tamba. La réalité c'est... Oh Tamba, moi je te regarde. La réalité c'est quoi? C'est Ok, I will. La réalité c'est que la route est dangereuse. Particulièrement quand vous suivez certains témoignages, surtout les témoignages venant des femmes, tout ce qu'elles subissent avant d'y arriver, c'est terrible, c'est horrible. Il faut le dire. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas l'assurance directe
que vous êtes tout de suite, comment je vais dire, interrogé par la police des frontières ou par les services chargés de l'immigration. Moi, je connais un monsieur, un père de famille qui a laissé toute sa famille ici, qui a plus d'une 40aine d'années, qui est parti. Et vous savez, son premier rendez-vous devant les services sociaux pour l'écouter, c'est quand? C'est en 2032. Ouais, mais attends, il faut dire... Mais attends d'abord, Lamine, il faut aller sur le factuel là. Les causes, si nous devrions parler de causes, je pense que l'Afrique se serait complètement vidée. Il y a des gens quand même ici qui prennent des initiatives partant de rien du tout et qui réussissent. C'est ce modèle-là aujourd'hui qu'il faut encourager. Ouais. Il faut encourager. Sauf que t'es aveugle là, mon cher Roby. Je suis désolé. Ben oui, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, parce que là, il rentre carrément dans le mur là. Que dire Lamine? Toi, t'as tout le temps dit que je rentre dans le mur. Juste un mot. Complètement dans le mur là. Que dire Lamine? Un jeune aujourd'hui qui se retrouve... Sur X déjà, on est en train de te taper dans tous les Un jeune qui se retrouve... Ouais, non. C'est normal, il va me taper. On n'applaudit pas ce qu'il dit. Je pars sur la réalité. Mais un jeune qui se retrouve aujourd'hui à la CRIEF, tout simplement, il était venu chercher son billet d'avion à Madina quand les gendarmes ont fait la descente contre les pharmacies, les pharmacies par terre. Et l'argent, c'était combien le montant? 235 millions de francs guinéens. Des grandes gueules. C'est ce qu'il était allé chercher pour prendre la route du Nicaragua. 200 millions de francs guinéens. Voilà. Toi, tu vas aller immigrer, tu as ça. Alors, écoutez, il est arrivé au moment où les gendarmes sont arrivés pour arrêter les gens. Voilà. Toi, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir dans un projet avec 250 et quelques millions de francs guinéens ici en Guinée. Pour le contrôler, madame, peut-être tu veux donner d'abord la parole à Tamba. Voilà. Là, tu fais le faux ce matin, le faux dur. Tu comprends très bien les conséquences, ce qui est en train de se passer justement. Tu te fais, oui, mais pourquoi ils partent? Tout le monde sait pourquoi ils partent quand même, mon cher Roby. Lamine, avec 250 millions de francs guinéens, tu peux pas battre ça. Allez-y, pourquoi tu me réponds plus? Allez-y, Tamba. Tu ne peux pas construire un projet avec. S'il te plaît. Tu ne peux pas construire un projet avec 250 millions. Non, réponds juste et puis on passe. S'il te plaît, mon cher Roby. Voilà, allez-y. Voilà, allez-y. Alors, les grandes gueules. J'aurais aimé que Roby aille au bout de son idée parce qu'il commençait à donner des choses vraiment très intéressantes. Bon. Dans le cadre de cette réflexion-là. Ouais. Mais c'est ça. Sauf que lui aussi, il est parti en Allemagne à un moment donné. Pour revenir aux chiffres. Hein? Vrai ou faux? Bah voilà. Là, je prends en immigration. Pas en immigration illégale. C'est pas comme pas en immigration illégale. Allez-y, Tamba. Voilà, allez-y, s'il te plaît. Très bien. Oui, parce qu'il y a des immigrés. Voilà. Il y a des immigrés. Dans ce studio, il y en a un. Bon, nous, on est parti faire ci et ça, on est revenu. Nous, on est des touristes. Voilà, un peu ça, quoi. Des touristes académiques, touristes. C'est bon. Voilà. Mais il y a des immigrés qui ont fini par avoir le passeport. Oui, donc il peut pas se contredire. C'est pourquoi ils disent que c'est bon. Il faut partir. Mais sur les chiffres. Ah, mon cher Roby. Je te dois un dîner. Je te dois un dîner pour ce que tu viens de dire. À notre hôtel, là. À notre hôtel. Au Millennium? C'est pas possible. Allez-y. Parce que toi aussi, tu me parles maintenant en parabole. Vas-y, pas de problème. Ok, donc. Non, mais il sait ce que je fais. Donc, on a 4 blanches là-bas. Donc, moi, j'envoie tout le monde. Je dis, bon, c'est ton anniversaire? Ok, j'ai un endroit, viens. Bon, Lamine, il faut qu'on réserve 20 places. Et puis, j'en ramène 30. Et puis, voilà. Mais plus sérieusement, Lamine, en 2022, on est à 3600. En parlant de cette migration-là, vers le Nicaragua. 3000, on parle de 20 000. En 2022, j'ai juste fait la part des choses. Parce qu'on parle de 2023. Je comprends. En 2023, on est à 20 000. 20 000 représente 550% d'augmentation de ce qui était en 2022. Ça fait 3600. 3600 et quelques. Vous vous rendez compte du bon? Vous vous rendez compte? Non, pour toute l'année 2022, on dit bien que le truc c'était à 550% moins. Donc ça vous fait 3600 migrants pour l'année précédente. En une année, on se retrouve à 20 000. Vous vous rendez compte? Moins de 4 000 migrants. Et puis on se retrouve rien que dans un semestre à 20 000. Ça, c'est inquiétant. Et logiquement, il y a une question quand même qui va se poser. Pourquoi les choses sont comme ça? Mais les questions des départ sont déjà élucidées.
Voilà. Inutile de revenir là-dessus. Ouais. C'est la question de l'emploi d'abord, la question de la sécurité, la question des études, ainsi de suite. Donc, ce sont autant de facteurs que l'on développe souvent et qui sont présentés là-bas. Mais il y a, à mon avis, un autre facteur, d'ailleurs, auquel il faille s'intéresser davantage désormais, c'est la question des familles. C'est la question des familles. Parce que dans la plupart des cas, c'est les familles qui contribuent. Je sens que les familles contribuent. Ça vend des terrains, ça vend des parcelles, ça réunit de l'argent. Et puis ça donne, on dit va, que Dieu te protège. Parfois c'est par la mer. Aujourd'hui c'est par le Nicaragua. Il faut prendre plusieurs vols. C'est plusieurs vols avant d'accéder à la frontière. Faire aussi beaucoup de pieds. Il faut marcher sérieusement. Mais tout ça a un coût. Si on écoute ce qu'on nous dit là, ça c'est le minimum. Hein. Quand on vous dit ça a coûté 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA. Ça fait combien en francs guinéens? Lamine, tu multiplies par 15. 40 millions? Non, exactement. C'est 60. 60 millions. Ça te fait 60 millions de francs guinéens aujourd'hui. Mais je vais vous dire, avec 60 millions, tu peux mettre sur pied oui, mais un ça, business. c'est pour une étape. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 14 000. 14 000 dollars. J'allais venir à ça. Et même plus. 14, 15 000 dollars. Ah, même plus. Ça peut coûter plus que ça. 20 000, 25 000. Parce que ce qu'on nous dit, vous avez bien entendu Djiba. Il y a tellement de réactions sur X, c'est incroyable. Hein, voilà. Allez-y. Lamine, ce que Djiba nous disait. Beaucoup qui applaudissent Lamine. Oui, mais ça, on le sait. C'est les candidats. Pardon. Qui t'applaudissent. S'il te plaît. Mais non, même pas ça. Allez, vas-y, mon seigneur. Alors, si on n'engage pas sérieusement les familles pour aider dans ce phénomène-là, on va continuer à perdre des gens. Des gens qui vont et qui, naturellement, Lamine, si moi je souffre dans mon aventure, je ne le dirai jamais à mon père. Je ne le dirai jamais à ma mère. C'est l'éducation qu'on a eue. Tu gardes sur toi. Tu continues de te battre. Tu fais l'homme. Et tu continues. Sauf que parfois, malgré tous tes efforts, ça ne réussit pas. Et une autre particularité avec les États-Unis, c'est que avant de prétendre à un titre de séjour, ça ne va pas te faire moins de 10 ans. Et une fois que tu introduis la requête, tu sais que tu es obligé d'y rester. Les grandes gueules. Nous sommes en 2023. Son premier rendez-vous, c'est en 2032. Dans 9 ans. Et pendant tout ce temps, ton parcours est épié. Et tu n'as pas de situation en tant qu'individu, en tant que personne reconnue par l'État américain, ayant accès à un ensemble de prestations sociales de l'État. À la différence des États français, par exemple, où la solidarité est très là aussi, c'est en train de tourner dans tous les sens. Exactement, là-bas aussi. Là-bas aussi. Et c'est de bonne guerre. On va peut-être dire des choses à ces États. Sans oublier très rapidement que la plupart la plupart du métier auquel ont accès nos frères noirs, aux États-Unis, le cas particulier des États-Unis, c'est la restauration, etc. C'est pas que la restauration. La restauration, aux États-Unis, 90% de la restauration, 90% du métier de la restauration, ce sont les Latinos. Ce sont les Latinos qui les tiennent. Et les Latinos aujourd'hui, eux aussi, font de la migration. Lorsque vous allez sur un terrain concurrentiel, les Latinos ont plus de chances d'avoir un métier dans un restaurant qu'un Africain. Voilà. Allez, finis s'il te plaît. Moi, ce que j'ai à dire, c'est de préférer, premièrement, une migration régulière en allant dans une ambassade, en demandant. Après, tu sais... Lamine, moi, je suis un exemple de ça. Moi, j'ai demandé 5 fois. C'était pas pour aller m'asseoir, c'était que pour aller étudier. J'ai demandé 5 fois. L'Allemagne, la France, ils ont refusé. Parfois avec des arguments bidons. Je rentre, je regarde, mais... Qui vous a dit que moi j'ai besoin d'aller m'asseoir là-bas? C'est à la 6e fois. Et la 6e fois même, on m'a même encouragé à le faire. Parce qu'il y avait une fois intermédiaire où c'était la COP combien là, c'était en Allemagne. Et puis le ministère de l'Environnement m'avait sollicité pour que j'aille faire. J'ai dit, moi, on m'a refusé là-bas, moi je ne vais plus là-bas. Parce qu'en fait, leur vie c'est leur vie. Moi je m'en fous. Ici c'est mon pays. Et je peux, s'il y a des gens qui ont réussi ici, Lamine, moi je peux réussir ici.
Et c'est ce qui les va grandes gueules. Et donc, je dis, je ne vais plus. Même la dernière fois, c'était ça. Mon dossier même, je l'avais un peu bâclé. Je me rappelle qu'à l'interview, la dame de l'ambassade me dit, mais si je n'avais pas lu un peu plus de ton dossier pour voir qu'il était intéressant, on t'aurait rejeté dès le début. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que vous ne semblez pas intéressé par la procédure. Oui, effectivement, c'était le cas. Il y avait un certain nombre de questions qu'on me posait. J'ai dit, attendez. Donc, j'ai envoyé comme ça. C'est quand elle a pris mon CV qu'elle a regardé et elle-même se dit, mais c'est un profil intéressant. Donc, je vais lui demander de compléter. C'est ce qu'on m'a dit à mon interview. Bien. Lamine, donc, c'est un peu pour dire, préférons la voie régulière. Et moi, je suis un croyant et je crois que quand c'est la volonté de Dieu, ça s'accomplit. Exact. Et la volonté de Dieu n'est pas qu'aux États-Unis. Elle n'est pas qu'en Europe. Elle est partout. Elle est en Guinée. Et ce qu'il prévoit pour chacun de nous nous parvient à n'importe quel moment. Et puis, Lamine, les familles aussi doivent un peu changer de discours. Elles doivent changer de discours pour comprendre que quand tu as 14 000, parce qu'il y a des cas comme ça, où le monsieur te prend 14 000 francs guinéens, 14 000 dollars ici, et il s'en va, il met ça là-bas, il arrive, et puis la situation est de plus complexe. Et puis ça aussi, ça dépend des délais. Hein. Si par exemple, vous devez partir dans 2 semaines, il y a un tarif. Si vous voulez partir dans 1 semaine, il y a un tarif. Parce que plus vous mettez du temps en Guinée, plus vous payez, parce qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a de l'argent et il y a des mesures qu'on est en train d'annoncer pour arrêter. Donc on vous dit 1 semaine, c'est 15 000, 20 000, et donc c'est comme donc, ça. En 14 000, tu réussis de grandes choses. De grandes choses. Je peux le dire, Lamine. Et c'est pas théorique, c'est pratique, et ça sort de mon expérience personnelle. Avec 14 000, tu peux réussir plusieurs choses à la fois et qui tiennent la route, qui tiennent le chemin. Grandes gueules. Et donc, s'il n'y a pas tout ça, ça nous pose un problème. Maintenant, ceux qui vont partir, ceux qui veulent partir, parce qu'ils iront, hein, on va dire ce qu'on veut, ils iront. Et ils sont pro Lamine ce matin. Ils n'ont qu'à partir. Moi, je leur souhaite simplement que Dieu préserve Lamine leur qui vie encourage l'immigration et que leur parcours devienne fructueux. Sinon, il y a des choses qu'on ne prêche pas. C'est les conséquences qui vont mieux conseiller. Il y a des choses, et je suis convaincu il le sait. Ahmed Kamara, c'est une des choses. Il le sait. Et je prête ça à Ahmed Kamara. Il le sait pertinemment. Il va chaque semaine à Paris, pour ne pas dire chaque jour. Il voit comment ses frères vivent quand il fait les rues de Paris. Il voit bien dans quelles conditions les Africains y sont. Donc te voir en train d'encourager l'immigration ce matin, là tu m'assommes. Hein. Tu m'assommes. Hein. L'immigration irrégulière. Tu m'assommes complètement. C'est l'immigration irrégulière. C'est la migration irrégulière qui est mauvaise. Tu m'assommes. Allez-y, madame, des expériences. Dans un instant, d'ailleurs, on va essayer d'appeler un auditeur qui va intervenir, monsieur Diop, qui va prendre la parole. Madame Yoro, on parle de ce sujet, c'est très sérieux parce que, évidemment, des témoignages à l'appui, quand vous demandez des gens, on se dit, ouais, mais c'est ce qu'il essaie de le faire comprendre depuis tout à l'heure, mais il est en train de monter sur tous les toits, mon cher Obi. C'est que je sais qu'il est incompréhensible. Quand vous demandez les familles, il y a des causes quand même. Mais les familles en fait ne comprennent pas. Il faudrait qu'on sensibilise les familles. Ce que Roby dit, c'est très intéressant. Vous ne pouvez pas prendre plus de 100 millions de francs guinéens. Vous mettez dans un voyage pour une destination inconnue. Tu es seul. Il a tenté partout. Tu t'es accroché à toutes les branches. On va l'écouter. Non, mais vous partez pour une destination inconnue. C'est-à-dire, vous arrivez, vous ne savez pas comment ça va se passer. Moi, j'ai déjà échangé avec des gens qui sont partis. Lamine qui sont partis, mais qui regrettent déjà d'être partis. Parce que la réalité est tout autre. Vous savez, le système d'immigration américain est différent de celui de l'Europe. C'est en fait le côté humanitaire, l'accueil, la façon dont les choses se passent. Vous ne pouvez pas tomber malade là-bas et qu'on vous prenne en charge comme cela. Et quand vous arrivez, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut sensibiliser les familles. Vous ne pouvez pas prendre 100 millions, 150 millions de francs guinéens, vous mettez dans un voyage et vous partez, ce n'est pas en 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous aurez le papier. C'est-à-dire, c'est des gens qui partent dans la perspective d'aller travailler, amasser de l'argent et retourner en Guinée. Mais dans quelle procédure vous allez vous retrouver? C'est ça le problème. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont rapatriés. C'est le cas c'est l'exemple que nous venons de voir ici à la télé. Ce monsieur, on dit qu'il ne gagne pas bien sa vie à Dakar. Mais la famille, quand même, réussit à amasser tout ce montant-là pour lui donner
afin qu'ils partent. Mais il va, c'est de l'argent jeté en l'air. Parce que si cet argent-là avait été peut-être utilisé pour mettre en place, même si c'est un système de taxi, peut-être que cela aurait prospéré à Dakar. Mais en fait, les gens ne comprennent pas tout de suite quand vous parlez. Il y a un jeune qui m'a dit, mais si je pouvais revenir, j'allais le faire. Mais en fait, quand on vous parle de la migration, vous ne comprenez pas juste à ce que vous arriviez sur les lieux. Ce monsieur, il me décrivait la situation dans laquelle il est arrivé, l'argent qu'il a mis dedans, et c'est plus de 15 000 $. Vous prenez cet argent-là, vous investissez, quel que soit le domaine dans lequel vous investissez, avec les conseils à l'appui, je pense que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez réussir. Il faut plus de travail là-dessus, plus de sensibilisation pour ces familles elles-mêmes, ces familles qui vendent des terres. Mais en fait, c'est fou. C'est fou à y réfléchir. Je me dis, vous trouvez plus de 15 000 $. Chez vous, vous dites que non, ça ne suffit pas. Il faut partir de l'autre côté, où vous pourrez passer 20 années sans obtenir le papier. Vous vivez en clandestin. Vous vivez clandestinement parce qu'on peut à tout moment vous choper, vous n'avez pas de papier régulier et vous ne pouvez pas travailler officiellement de façon respectable. Vous faites un travail au noir en quelque sorte. Parce que si vous n'êtes pas reconnu officiellement, vous n'avez pas de document officiel, c'est difficile de pouvoir travailler. Je voudrais vraiment qu'on travaille à inverser la tendance, à changer les mentalités. Inverser la tendance et puis si on a un tel montant... Les ambassades aussi écoutent, parce que tous ces gens-là ne partent pas forcément pour y rester. Non, mais il y a plein de gens qui partent pour rester. Non, mais et ce qui fait que ça crée des problèmes. par exemple. Oui, mais il y a plein de... Ça a même créé des blocus à des gens qui veulent aller étudier et revenir. Tamba n'est pas la seule victime dans ce studio. Il y a eu tellement de rejets pour des gens qui veulent juste aller peut-être pour des études, peut-être pour passer des vacances. On refoule carrément parce qu'on a mis dans la tête des gens que tout le monde veut aller rester là-bas. Le meilleur est ici. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que là où vous partez là, il y en a qui viennent prendre nos richesses ici, qui investissent ici pour pouvoir s'enrichir ici. Vous voyez les sociétés chinoises, les gens qui viennent investir chez nous. Je pense qu'il faut que les gens changent de mentalité. C'est vrai que c'est difficile. Il y a le désespoir quand vous prenez des jeunes qui sortent qui finissent les études, qui n'ont pas suffisamment de ressources. Mais je pense que avoir des conseils, c'est important. Approcher des personnes, des entités, des sociétés, c'est important. Au lieu que toute la famille se mette à mettre toutes les ressources de la famille sur la tête d'une seule personne. Et si ça ne marchait pas? Si ça ne marchait pas. Et si ça ne marchait pas, c'est là le problème. L'autre question qu'il faut se poser. Merci beaucoup, madame. Voilà le temps pour Monsieur Diop d'intervenir dans un instant. Allez-y, mon cher Jacques Loualeno. Voilà. Les raisons qui sont évoquées, même que ce soit pour ceux qui partent en Afrique du Nord en espérant atteindre l'Europe ou ceux qui partent aux États-Unis, sont les mêmes raisons. J'ai commencé par ça. Ils vont parler de chômage, ils vont parler de manque de perspectives. C'est autant de réalités qui existent dans les pays africains. Je crois que vous pouvez les trouver aussi en Europe. Quand vous écoutez les débats politiques, vous entendez toujours les questions de chômage. Peut-être les niveaux ne sont pas les mêmes, mais les problèmes sont un peu partout. Maintenant, ici, il y a des choses qu'on dira aux familles, mais ce sont des choix. Quand les gens sont capables de mobiliser 100 millions de francs guinéens et puis donner à un seul membre de la famille en espérant que le voyage va ramener des milliards, on s'accroche à cela. C'est un peu difficile de changer la mentalité, surtout quand on voit qu'il y en a qui... évidemment, parmi 100 ou parmi 500 ou 1000 qui ont réussi, on s'est dit tout de suite, si l'un a réussi, c'est toujours possible que le mien aussi puisse réussir. C'est assez compliqué. Moi, je ne dis pas aux gens, ne partez pas, mais pesez les risques et puis ce que vous pourrez y gagner. Voilà, pour mieux comprendre le phénomène, justement, nous allons partir sur le terrain avec Monsieur Diop, qui est en direct ce matin chez les juges et Madame Hiro. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Diop. Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous appréhendez mieux ce phénomène pour avoir travaillé à l'immigration américaine. Comment vous comprenez ce fléau qui est en train de faire pratiquement beaucoup de jeunesse ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais en Guinée? Plusieurs familles aussi sont tombées dans le piège, si je peux me permettre, avec beaucoup d'argent investi pour un voyage. Comment vous expliquez cela? Voilà, je vous remercie beaucoup et je félicite votre équipe par rapport à cette thématique qui est extrêmement intéressante. Et je vais directement sur la voie de Roby, que je soutiens fortement par rapport à ses argumentaires.
J'ai fait 11 ans aux États-Unis et j'ai eu l'avantage justement d'approcher l'immigration et ACS, Administration for Children Services. Ça, c'est des services très sensibles qui côtoient les familles et qui comprennent comment ça marche. Alors, l'immigration, je pense que c'est vraiment, il faut abolir ça. L'immigration irrégulière, c'est pas du tout normal. Et donc, les conséquences sont énormes. La première conséquence, c'est que quand tu viens aux États-Unis, tu penses que tout de suite tu vas avoir les papiers, et c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que la loi américaine quand même a des principes, c'est-à-dire que il faut que le pays soit déjà en conflit politique et que tu viens. On sait que sur le plan international, ton pays d'origine, c'est un problème politique. Et donc, ensuite, l'excision. Le troisième point, c'est le mariage forcé. Et le quatrième, qui facilite l'acquisition des papiers aux États-Unis, c'est quand tu as une carte verte. C'est-à-dire que tu essaies de jouer la loterie. Alors, pour revenir sur l'immigration irrégulière, alors ça a beaucoup de conséquences parce que aujourd'hui, ça change. Quand vous allez vérifier aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est pas confirmé, mais ce qui est sûr aujourd'hui, l'immigration travaille sur les dossiers, par exemple, de 2014. Donc, quelqu'un qui rentre en 2023, c'est un exemple que je donne, va attendre jusqu'à ce que l'immigration traite les dossiers de 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'à arriver à 2023. Et c'est pas sûr qu'en arrivant sur le dossier sur lequel tu as demandé et que tu puisses avoir les papiers. À la limite, si tu as la chance, on peut te donner ce qu'on appelle le work permit. Bien. Donc le permis de travail renouvelable et qui te permet justement de travailler, faire des revenus, sauf que tu ne peux même pas aller d'un État à un autre avec ce permis de travail, à plus forte raison sortir du pays. Parce que quand tu sors, tu ne rentres plus. Et donc, l'immigration irrégulière, qu'elle soit irrégulière, qu'elle soit un problème politique, etc., tous les arguments que les avocats américains défendent auprès donc des immigrés tournent autour de 3 points. Pourquoi tu as quitté ton pays? Pourquoi tu as choisi l'Amérique et non le Canada et non la France? Pourquoi tu ne vas pas retourner? Et pourquoi et pour quelle raison tu es là? C'est ça. C'est-à-dire que même si tu as un livre, toutes ces 3 questions-là sont diluées dans le document donc du support. Autrement dit, pourquoi tu as quitté ton pays? Il faut que tu le justifies. Deuxième question, pourquoi tu choisis l'Amérique et ne pas aller en France ou le Canada? Troisième question, pourquoi tu ne peux pas retourner dans ton pays? Bien. Mais c'est des questions fermées. Tu ne peux pas, ils vont pas te demander ça directement. C'est pas des questions ouvertes. Ils vont pas te donner ça directement, mais c'est dilué dans toutes les gammes de questions qu'on va te poser. Alors, ce que moi je suggérerais, c'est que je vais directement sur le plan suggestion. C'est qu'aujourd'hui, personnellement, je travaille sur un programme intégral, donc toujours aux Nations Unies, programme intégral sous couvert du Centre de commerce international, où je suis le responsable de la chaîne de développement des valeurs. Monsieur Djiba, on se connaît très bien pour avoir passé à notre bureau. Notre objectif, justement, c'est de défendre les jeunes, les aider à être formés, à avoir des plans d'affaires et les aider à avoir des financements. C'est ce qu'on a fait pendant 5 ans. Depuis 2019 à date, notre focus, c'est les jeunes de 18-35 ans, justement, pour les aider à se stabiliser dans ce pays. Imaginez-vous, Mme Yero vient de dire 14 000 $, c'est au-delà de ça. Quelqu'un qui a aujourd'hui même 50 millions de francs guinéens, il peut ouvrir son business, un petit café, quelque chose comme ça. C'est meilleur que de s'aventurer pour aller aux États-Unis dans l'espoir que
quand je vais arriver, je vais avoir mes papiers, c'est pas certain. L'immigration, c'est bien que la voie de Nicaragua est ouverte, ils le savent. Ils savent parfaitement bien de ce qui se passe. Mais encore une fois de plus, c'est pas garanti que tu puisses que tu puisses avoir les papiers. À la limite, tu peux avoir un permis de travail. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Diop, d'être intervenu ce matin. Une question, Djiba, c'est ça? Allez, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ce serait bien de vous avoir dans ce studio, hein. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ce sujet intéresse évidemment plus d'un ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Pour être plus complet, demain, carrément, on va consacrer une bonne partie de l'émission là-dessus. Le temps pour Madame Yoro, pour toute l'équipe, de bien préparer tout ça. Et puis, comme ça, on va écouter les gens, évidemment, voilà. Mon cher Tamba. Justement, demain, on pourra y travailler. Et puis aussi, Lamine, il convient quand même de préciser que pendant que les médias s'activent pour offrir leur aide, pour, ça reste des choses à revoir, mais pour offrir une communication gratuite sur les choses à faire, les choses à pas faire, ce qu'il y a à savoir autour de cet incident, il y a ce qu'on craignait qui est en train d'arriver maintenant, une sorte de rupture, de divorce entre les acteurs de la solidarité qui sont du peuple, qui se sont mobilisés depuis le début, et l'État. Ce qu'on nous apprend à présent, c'est que sur l'esplanade de la mosquée Faïsal, une équipe de gendarmes diligentée par la gouverneure serait arrivée et aurait donc est en train de reprendre les vivres et tout ce qui a été mobilisé par les associations, par les particuliers, par des bonnes volontés, pour les envoyer vers le stade du 28 septembre. C'est donc ce qui se fait. Le souci, c'est que ça ne se fait pas, malheureusement, ça ne se fait pas avec les acteurs de la solidarité. Il faut craindre que l'élan de solidarité qui a été engagé dès le début septembre, à partir de maintenant, et c'est malheureusement ce qu'on craignait lorsqu'on en appelait à une coordination, à une plateforme qui puisse réunir tout le monde, où tout le monde se concerte et où tout le monde se mobilise. Merci beaucoup mon cher Tamba. Voilà, dans un instant, nous allons passer au mur du jour. Pour vous, auditeurs aussi, vous pouvez nous laisser des messages ou des vidéos carrément sur le 657 39 13 13 si vous êtes à l'international et puis vous avez vécu cette expérience sur le Nicaragua. Pourquoi pas demain, une bonne émission, une partie de l'émission consacrée évidemment à ce sujet. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint dans ce studio. Ma grande Sané, voilà, je dois partir. Il a déserté le studio, c'est ça. En fait. Il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui. Voilà. Exceptionnellement, on commence par lui aujourd'hui. C'est Ruby qui a pris 3 murs et après il y a Tamba et Daouda qui ont pris chacun un mur. Ah, ok. Voilà. Bon, pour une fois, oui. Ça m'étonne un peu quand même pour Tamba, voilà, rien à dire. Allez, pour les gagnants aujourd'hui... oui, on a les gagnants de Noël, la liste est... on a Noussi de Baïle-Baya et Bakary Fama également qui a gagné un t-shirt et puis Ibrahima Souri Kandé sur Twitter qui a gagné également un t-shirt, un maillot plutôt à Dafo Média pour vous souhaiter bonne fête de Noël. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Thomas, allez, avant de partir, on a vu ce communiqué de l'association, quelle association de presse, c'est bien cela mon cher ami. C'est l'association des professionnels de la presse guinéenne qui a pris un communiqué des plus louables pour dire que on apprend avec regret l'incendie de Kaloum, du dépôt de Kaloum. On compatit à la douleur des victimes, mais aussi plus loin des personnes affectées par ce drame. Et plus loin, l'association des professionnels de la presse qui offre son service, qui propose ses services pour une large communication des messages en lien avec ce drame, en lien avec la prise en charge de ce drame. Bien entendu, avec l'adhésion à la démarche de l'État, qui a quand même fermé la plupart des médias, puisque ceci suppose qu'on puisse nous remettre sur nos canaux et que l'on puisse tout bonnement communiquer. Je pense qu'il y a une première dose, c'est de dire que c'est logique que les... En clair, aucun mot sur la restriction, la levée de la restriction. Je pense qu'en filigrane, on peut lire ça, on peut lire la question de la restriction. Parce que ce qui est dit, c'est que nous proposons nos services volontairement. Et ça, c'est républicain, ça, c'est normal. Et ça envoie un message clair. Vous savez, nous l'avons fait sous Covid. Exact. Oui. On a lancé une caravane sans qu'on ne nous demande. L'État traînait du pied.
C'est nous qui avons lancé cette caravane qui a mobilisé plus de 4 milliards de francs guinéens et beaucoup d'équipements. On se souvient, c'était des respirateurs, c'était des ambulances, c'était un tas de choses que le groupe Adamfo Média avait généreusement aidé à servir. Bon là, voici une autre situation où les médias peuvent aider. Donc légitimement, les associations des professionnels de presse disent on peut faire ça. Là où je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il n'y a rien sur les restrictions, c'est que les associations de presse disent à l'État que nous souhaitons le faire avec son accord. Ceci suppose, cet accord suppose qu'il faut nous réhabiliter pour que nous soyons plus largement audibles par les Guinéens. Être sur Canal et avoir accès, c'est le cas de Dioma, où on a brouillé à la fois les fréquences, où on a touché à Internet, ils n'ont aucun accès. Et donc aujourd'hui, ce que l'on demande à l'État justement, c'est au moins pour ce temps précis, on peut... C'est-à-dire que quand la vie humaine est engagée à une telle échelle, n'importe quel être humain, n'importe quelle entité au sein de l'État peut se soumettre à une série de restrictions, des restrictions propres même à nous. Et on se dirait, voici les messages à porter aujourd'hui, et puis voici ceux aussi à éviter. Celles qui portent sur la polémique, celles dont la publication pourrait justement nourrir davantage de panique. Ce type de message, c'est tout bonnement qu'on s'en écarterait. Moi, je dirais même à l'Anguche, cette agence, je dirais même à l'État, même les blogueurs qui attaquent l'État tout le temps. Hey, une bonne intelligence aurait suffi entre l'État et eux pour produire des messages à l'endroit directement des victimes, des personnes affectées, des populations dans leur ensemble, pour leur dire, continuez à critiquer, mais prenez quelques secondes pendant vos communications pour passer ces messages parce que ça peut sauver des vies. Je ne vois pas de blogueurs qui seraient guinéens et qui refuseraient de faire une telle chose. Mais quand on met deux blocs, eux qui sont des ennemis, des adversaires, qui nous veulent la mort, qui nous veulent la fatalité, et puis nous qui serions bons, et donc cette opposition orchestrée, là, artificielle même j'ai envie de dire, ça dessert les intérêts de cette communication, ça dessert les intérêts de la réussite de ceci. Il y a une autre chose en matière de communication de crise sur les risques qu'on ne doit pas oublier, Lamine. C'est la démarche, une démarche qui se doit fédérative. Fédérative. Vous savez, dans l'opinion, il y a des, si vous voulez, il y a des, c'est pas des clans, mais on appelle ça des coalitions. Voilà. En matière de, dans l'opinion, il y a des coalitions d'idées, des coalitions de force. Dans ce cas spécifique, il y a des coalitions d'idées. Des gens qui peuvent promouvoir un message qui va à l'encontre de celui qui est promu par l'Anguche. Alors, ils ont une telle influence qu'ils sont capables, dans ce qu'ils disent ou même font, d'agir de manière négative sur les efforts de prise en charge des sinistrés et de cette cause. Hélas. C'est l'intérêt, tout l'intérêt, Lamine, de les fédérer. Justement. Une démarche fédérative va permettre de mieux canaliser l'information. Sinon, avec chacun qui dit ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, ça va affaiblir la démarche et ce serait malheureux. Malheureux, évidemment, parce que tous pour notre pays, la Guinée. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique du côté de la régie, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Mafota Sano, à toute l'équipe, Lamine Sidibé du côté de la régie, ici à la radio Amadou Soa réalise cette émission, mesdames et messieurs. À suivre nos programmes à 15h, Kernoma Duba avec son équipe, évidemment, avec les informés. Sinon, moi je vous retrouve ce soir à 19h. Prenez soin de vous. Au revoir.